Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. C'est reparti, nous revoici dans les locaux de Club Poker Radio en compagnie de Chichi toujours, et c'est Gaël qui nous a rejoint. Et Gaël, comme à son habitude, change de pièce à chaque fois. Non, c'est la même pièce. Non, t'as changé les draps, et ça c'est bien. C'est bien de changer les draps. Voilà. Est-ce qu'elle va venir chercher la caution, le loyer? Non, c'est bon. Dans 3 semaines. Ouais. Cette semaine, tu nous as dégoté du high level. Déjà, en général, c'est quand même du bon level, mais cette semaine, tu t'es démené, puisque nous avons le plaisir d'accueillir John Van Fleet, Ape Style. Hey. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Oh, you're French? You speak French? According to Duolingo, I'm 32% fluent, but no. I tried learning because I'm living in Canada, but I'm still very bad. Okay, so where do you live in Canada? Vancouver. Okay. Yeah. It's not Montreal. It's not a French city. No, not really. Like Montreal. I would like to think if I was in Quebec, I would be more fluent in French for sure. Okay. Gaël, c'est à toi. Je te donne les rênes de cette magnifique interview. Donc, to present you briefly in French. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc John Ape Steel, c'est donc une légende du poker online. Elle a commencé au début des années 2000, donc ça commence à dater, donc vraiment au tout début du poker online. C'est le 4e plus gros gagnant MTT ever du poker online, avec un peu plus de 16 millions de gains. Donc grosse histoire. Et donc voilà, c'est vraiment une légende pour plein de gens, plein de grinders voilà, sur le online. Donc du coup, c'est cool de l'avoir ce soir pour parler un petit peu de son parcours, qui est fait de hauts et de bas. Il y a eu beaucoup de bas, beaucoup de hauts. Et là, il est revenu sur le devant de la scène dernièrement. Il a gagné plein de gros tournois online. Il a un nouveau Twitch aussi qui cartonne. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un invité comme ça qui a un petit peu tout vécu dans le poker. So, yeah, I don't know if you understand what I said, but I was talking. So, yeah, thanks for being with us tonight. You said in an interview that you gave with Elliot Rowe, like 2 years ago, something like that, that you were like the grandpa of the poker world now, because you've been playing, as I said, the biggest online MTT since like early 2000. 2005. Yeah, exactly. So like for the history of online poker, it's like forever. Mm-hmm. So and you're here today, which is like crazy, such a longevity in the poker world, especially online. We don't see that really often. So what kept you like all those years at the top level? I think a few things. I think the first is that I got lucky to meet the right people who helped elevate my game. I was in the right place at the right time. And I also think that, honestly, I've made really stupid decisions with money, so outside of poker. So I stayed hungry, and I had to actually really like fight to come back from being in debt and things like that. I think that might have been part of it, to be honest. But those two things, and then just the ability to keep getting better and studying and being willing to work hard. I think those 3 things, yeah. Donc, comme il disait, en fait, il a commencé à faire ses débuts online en 2005, donc qui est vraiment le début dans l'histoire du poker, quoi. Donc, il avait dit dans une interview avec Elliot Rowe, donc le fameux coach mental, que c'était un petit peu maintenant aujourd'hui l'espèce de grand-père du poker, vu sa longévité. Et on n'a pas l'habitude de voir une longévité pareille au top niveau sur les plus gros MTT au niveau buy-in depuis aussi longtemps. C'est très rare, surtout online. Donc, il dit que c'était surtout, c'est un mix de à la fois rencontrer les bonnes personnes, une dose de chance aussi qui l'a permis de rester comme ça au plus haut niveau, à encore aujourd'hui jouer les plus gros buy-in. Et il dit, mais c'est aussi le fait que bizarrement, il a fait des mauvaises décisions aussi
en termes d'argent, il a pas mal spew, il a voilà, fait des mauvais choix. Et que finalement, ça aussi, de ce fait-là qu'il ait perdu beaucoup d'argent avec ses mauvaises décisions, ça lui a toujours donné la fin de finalement regagner au poker, revenir au plus haut niveau. Et voilà, c'est d'avoir continué aussi à travailler son jeu, l'envie de rester au top niveau. Mais c'est voilà, le fait d'avoir perdu pas mal d'argent, ça lui aussi, c'est ça qui l'a donné envie aussi de continuer à jouer, quoi. Yeah, we hear your cat. I have a new kitten from yesterday. we can hear. But, yeah, I know. I feel really bad. No, it's cute. No problem. Shishi. Yeah, he's got a cat too. He's got a cat too. She's obviously dead. It's a fake cat. I was wondering, what's you're talking about spew? What's your biggest spew in terms of money? We like this kind of story. We like spew. Okay, well, since you guys are talking about drinking, one night when I used to drink a lot, I don't drink anymore. I got blackout drunk, and I played Sauce 1 2 3. Wow. At 100, 200, and just busted like the whole 80,000 in my account. And that was like, that's a lot to anyone, but that was really a lot to me at that point in time. And the next day I woke up, didn't remember it. I woke up and I thought I was hacked. So I started like contacting the sites, but then I looked in my poker tracker and I see that I called off like $40,000 with bottom pair. Wow. And I was like, what the hell? Yeah, I just went right back to bed. I was like, I can't handle this right now. Yeah, that was pretty bad. That was hard to come back from. Yeah. Yeah. Non, en gros, tu demandais c'était quoi son plus gros spew dont il se souvenait. Donc, il dit qu'à une époque, il buvait beaucoup et du coup, un soir, il boit plus du tout aujourd'hui. Et qu'un soir, il était complètement genre blackout et qu'il s'est mis à jouer Sauce online. 3, ouais. Et il était complètement défait sur des blindes 100-200. Il a perdu genre $80,000. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Il a vu qu'il n'avait plus rien sur son compte. Il a tout de suite pensé qu'il avait été hack. Et il a écrit, je sais pas si c'était PokerStars, enfin bref, il a écrit pour dire ouais, il n'y a plus rien sur mon compte, je suis piraté, etc. Et en fait, ensuite, il a revu des hands où il avait par exemple call $40,000 avec bottom pair. Et donc, du coup, il s'est dit ah, ok, c'est bon. Et il est retourné se coucher direct. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, belle histoire. Je crois qu'il y a sa chatte qui fait des siennes. Il va revenir. Ah voilà, c'est bon. I stuck her in my room. So. And, yeah, it was the French part. It was the French part. So no problem. Yeah, but your career, like 2008 and 2016, were the losing years, and since 2005, all my years have been 6-figure years, even the losing year. Yeah. Yeah. Well, it was just the truth, to be honest, is that I tend most of my years I've made more than $100,000 in tournaments, but the years that I lost really big too. So it just the way it goes. One thing I wanted to say about the last story is I actually researched like breathalyzers for computers to see if, you know, to make your computer work, you have to blow into it. Wow. They don't have them. Non, parce qu'il avait tweeté il n'y a pas longtemps que 2008 et 2016, c'était ses années perdantes et que depuis 2005, toutes ces années, ça a été des années à 6 chiffres. Donc, il a dit même les années perdantes, donc ça montre vraiment les hauts upswing assez gros, quoi. Et qu'il avait même regardé si par rapport à l'histoire précédente, pour allumer son ordinateur, il y avait un moyen de souffler dedans. De souffler un peu comme les voitures qu'on a démarré avec pour être... Mais il faut tellement inventer ça, mais c'est tellement une super idée, quoi. Il n'y aura plus beaucoup de grinders. On ne pourrait pas faire la radio déjà. Exactly. Ah oui. For a lot of people, could be a good idea. And how do you handle today, as a poker grandpa, as you said, like the different emotional states of the poker life versus like 10 or 15 years ago? I think on my stream at
Ape Styles Poker on Twitch. One thing people do say is that I don't really react because I've somehow separated from the money in my mind, where all I really care about is making good decisions. I do tilt when I make bad decisions, or I get upset with myself. But when it comes to the money, yeah, of course, I prefer to win than lose, and I get excited a little bit. But I've cut the highs and the lows out because otherwise I'd go crazy, right? You can't get too excited and too down about results over time. Je lui ai demandé aujourd'hui, avec le recul et son expérience, comment est-ce qu'il gérait les différents niveaux émotionnels au poker versus, par exemple, il y a 10 ans. Il dit aujourd'hui, par exemple, sur son Twitch de Ape Style Poker, puisqu'il a commencé un Twitch il n'y a pas très longtemps, les gens lui disaient souvent qu'il n'avait aucune réaction quand il y a des mauvaises mains, des mauvais coups et tout, etc. Et il dit, c'est vrai qu'il a vraiment fini par séparer l'argent du poker, enfin de ses émotions. Et il dit qu'il n'a plus aucune réaction quand il a un bad beat ou quand il a bien joué, mais que ça se finit mal. Mais par contre, s'il a fait une mauvaise décision, là, ça peut encore lui arriver de tilt, etc. Mais pas quand il a pris la bonne décision. Et que, donc voilà, il avait appris de ça avec le temps. In terms of mental game, you were talking earlier of Elliot Rowe. Yeah. Did you work with him? Yes. Elliot's been a great supporter of me, and I of him. Back in the day, I used to be known as like a battler a lot, or I probably still am, but where if someone would re-raise me in poker, I would get mad, like they were bullying me, right? And I would always fight back. And occasionally that's appropriate, but when I did a session with Elliot and we did some hypnotism, we went back to times where I was picked on as a kid, and then I got big and fought back against those kids that picked on me, right? And so I realized that pattern of reacting with aggression to aggression was first in me, like programmed in me when I was in 3rd grade, which is 8 years old. And then Elliot at the end of it was like, do you really want an 8-year-old you playing poker? And I was like, oh. So that reminder, that really helped me really detach from the emotional side of poker and just really just try to be a Zen robot is what I want to be when I play. A Zen robot. Yeah. Non, parce que tu lui demandais s'il avait justement travaillé sur son mental avec Elliot Rowe. Et donc, il a dit que oui, ça l'avait beaucoup aidé parce qu'il était connu pour se défendre beaucoup, enfin aller beaucoup dans les batailles en fait. Si quelqu'un le raisait, lui, il allait vouloir re-raise derrière parce qu'il se disait il essaye de m'intimider, il essaye de me bully, donc moi aussi je vais y aller, je vais lui montrer et tout, etc. Et donc il a beaucoup travaillé sur cette agressivité, le fait qu'il réponde à l'agressivité par l'agressivité. Avec Elliot Rowe, il a fait des sessions d'hypnose où il se rappelait par exemple, quand il était enfant, quand il avait 8 ans, qu'il s'était fait bully, intimidé par d'autres enfants et qu'il avait répondu à ça, etc. Et donc quand il est sorti de l'hypnose, il y a Elliot Rowe qui lui a dit, mais finalement, est-ce que tu as envie que ce soit l'enfant de 8 ans qui est en toi qui joue au poker? Tu as envie que ce soit un enfant de 8 ans qui joue au poker en fait. Et donc ça l'a vraiment marqué parce qu'il s'est dit non, mais pas du tout, en fait c'est pas du tout ça que je veux. Et du coup ça l'a aidé à travailler, à devenir un espèce de robot zen, quoi. Voilà, j'espère avoir bien traduit. J'aime beaucoup l'analogie du robot zen. Ouais, j'aime beaucoup aussi. And Poker Listing made a documentary about you named like How a World-Class Poker Pro Beat Addiction to Win Millions. So, which is a really short, interesting documentary, mostly about how Black Friday impacted you and how you struggled after, like with depression and addiction, played heads up, etc., when you shouldn't have do it. So it seems you don't have any difficulties to talk about that moment in your life. Was it something important for you to talk also about the dark side of the poker life? It wasn't so much about representing the dark side of poker, although there is a dark side.
it was more about being okay with just being me and my whole story, and hoping that maybe my story could help somebody. And because I learned that in recovery, you know, I've done a lot of work with meditation and service work that's shown me that to be open and vulnerable about things like that. It was scary, but mostly positive reactions to it. So that was cool. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit documentaire qui a été fait par Poker Listing qui s'intitule en gros voilà comment un top poker pro a réussi à battre l'addiction et à regagner des millions online sur après Black Friday, parce que pour lui Black Friday ça a été quelque chose de vraiment dévastateur pour lui. Ensuite il est tombé dans l'addiction, la dépression, etc. Et donc et il en parle dans beaucoup d'interviews, donc je me demandais si c'était quelque chose d'important pour lui d'avoir parlé aussi de l'aspect un petit peu noir du monde du poker. Donc, lui, il dit que ce n'était pas tellement pour parler de cet aspect-là un petit peu dark du monde du poker, même s'il existe aussi, mais c'était plus pour être OK avec son histoire, ce qu'il avait vécu, le fait que peut-être si ça pouvait en aider d'autres qui traversaient des moments comme ça. Et il avait beaucoup travaillé sur lui-même après, dans un centre de réhabilitation, et a aussi aidé d'autres personnes dans des centres. Il a fait pas mal d'aides et tout, etc., de bénévolat dans les centres et de méditation. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Donc, c'était plus pour être OK et bien avec son histoire personnelle. And yeah, how like probably many pros like that had a lot of success really young and won a lot of money young, like can relate to your story and the difficult moments you had to live, also because of the isolation of the poker life. Mm-hmm. So do you think there is a real problem with depression in the poker lifestyle at the top level, or like maybe it was more in the past and the new generation learned from other people's mistakes, or do you think it's still like that today? I have to admit, at the super top level, I really feel like there are a lot of robots, but like I'm more emotional than your average poker mm-hmm. player. And I don't mean this in any way to be like rude or disparaging, but most of them are somewhere on the autism spectrum, I think, because they're just kind of separate from emotion and think about everything in terms of like logic. And but like at the lower levels and middle levels, I'm sure a lot of people have been stuck in a lot of makeup and been living in their parents' basement, or it's really easy to go broke. It's really easy to get bad habits, but it's also easy, or not easy, but it's possible to structure your life in a way that you have positive habits, and poker can be really healthy too. I don't know about really healthy, but poker can be a good job. If you put some structure to it and make sure that you're living a healthy life outside of it. By the way, I'm sorry I talk so much. No. I try to think about everything. T'as connu pire, Gaëlle, franchement. Oh yeah, you're she known worse. Oh yeah. Non, parce que je disais qu'il y a pas mal de pros qui pouvaient aussi s'identifier à son histoire, surtout quand c'est des gens qui jouent beaucoup online, qui sont assez isolés, qui ont gagné beaucoup d'argent très jeunes. Et donc, ça peut créer des problèmes de dépression, d'isolation, des problèmes de dépendance. Et est-ce que c'était quelque chose qui était assez un vrai problème qui existait dans le milieu du poker professionnel au top niveau, en fait? Et donc, lui, il disait au top niveau, je ne suis pas sûre parce que la plupart il y a beaucoup de gens qui sont vraiment au top niveau, qui sont vraiment comme des robots, voire limite qui ont des syndromes genre d'autisme, quoi, limite, tellement ils arrivent à séparer totalement leurs émotions. Et que lui, c'est quelqu'un de plus émotif que l'average joueur de poker top pro. Donc c'est pour ça aussi qu'il avait connu des problèmes avec ça, mais qu'à des niveaux plus middle pro ou tu vois, petit buy-in,
Il dit bien sûr qu'il y a énormément de problèmes comme ça de dépression et de sentiments de mal-être, parce qu'il y en a qui sont bloqués dans des mauvais markups, qui vivent aussi au sous-sol chez leurs parents, qui peinent à survivre et tout ça et à gagner vraiment de l'argent tous les mois. Et donc, effectivement, la vie de joueur de poker peut être quelque chose qui peut être assez déprimant, quoi, au final. Mais que d'un autre côté, le côté positif de la chose, c'est que ça forçait aussi à avoir une certaine structure si tu veux t'en sortir, et que tu peux avoir une bonne qualité de vie, tu peux avoir un bon, une vie équilibrée et tout. Les bonnes habitudes. Faut se forcer, ça force beaucoup à travailler sur sa structure, quoi. Est-ce que pour lui, maintenant, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'happiness EV plutôt que l'argent en soi? Okay. Yeah, I was asking if for you today is like happiness EV more important than making money? Ooh, close. Yes. But I do, I enjoy playing poker though too. And I enjoy making money and being able to provide. So, yeah. Happiness is better than that, or happiness is more important than money, I do think. But it's cool that I have this job, especially during this time period that I can actually still make money at. So I'm pretty grateful for that. Non, il disait que c'était assez close de faire le choix entre les deux, mais que non, aujourd'hui, il était très heureux dans sa vie, et surtout encore plus maintenant, il est vraiment reconnaissant du fait qu'il puisse continuer à bien gagner sa vie en restant chez soi, surtout par les temps qui courent. Donc, il est très heureux de ça et il ne peut pas se plaindre. Mais que... Non, voilà, c'est assez équilibré. D'ailleurs, c'est comment à Vancouver, là, le confinement? Ah, le temps? Ah non, le temps. Le temps, c'est nuageux, un peu de neige. I was asking in Vancouver, how is the situation with the coronavirus? Is there a lockdown? Like, how do you live? We're on this weird kind of lockdown where we can't have people over, but we can go to restaurants and we can, and they have school right now. So it kind of feels like everything is still going. But I know that cases just shot up in BC. So we've been asked to kind of voluntarily stay at quarantine and stay at home. And I'm mainly doing that. Non, c'est un petit peu une situation entre les deux, parce que normalement, ils n'ont pas le droit d'inviter des gens chez eux, mais ils ont le droit d'aller au restaurant et les écoles sont ouvertes. Donc, c'est un peu une situation entre deux, mais lui, de toute façon, il reste beaucoup chez lui. Donc, ça a l'air à peu près normal, en fait. And yeah, after everything that happened, Black Friday and everything, how it was possible for you to get back on your feet and to come back to the highest online MTT? You won the party poker 5K 2 years ago, I think, for 1 million. And also you crushed on the GGs, 25K high rollers. So how is it possible after such a down moment in your life to come back and still play at highest games? It's not what I expected, Actually, my friends helped me go to treatment at the Orchard on Bowen Island. Anyway, my friends helped me go to treatment, and my mom also helped out. And I stayed there for 3 months, and I really focused on looking at my approach to life, recovery, etc. And that was a catalyst for change. And when I left treatment, I just wanted to make sure I never blew up again like that. And I really was like, you know what, the money, I was in debt. So I was like, I don't know if I'll ever make that back, but the only way I can be sure that or the only way I should attempt is to make sure that that never happens again. So I just really focused on recovery for a while, but the money just started coming in, and I started coaching, and then demand started going up there. And then just everything has been kind of just gotten better and better. And, now
on Twitch, I'm doing pretty well, as a lot better than I expected too. So that was pretty cool. Non, parce que je lui demandais comment est-ce qu'il avait fait pour se remettre un peu sur ses pieds et revenir à jouer les plus gros tournois online, parce qu'après s'être arrêté de jouer et être passé par un centre de réhabilitation, je sais pas comment dire, il a fait une cure et tout pour se remettre bien, etc. Donc, comment tu fais ensuite après ça, après être tombé bas comme ça, pour revenir et rejouer au plus haut niveau, quoi, sur les plus gros tournois, parce qu'il a gagné par exemple le Party Poker 5K pour 1 million il y a 2 ans, et il a crush sur les tournois GG Poker à 25K de buy-in. Donc voilà, c'est assez impressionnant d'avoir fait aussi bas et ensuite revenir aussi haut. Donc il a dit que ses amis l'ont beaucoup aidé, ils l'ont envoyé dans un centre, sa mère aussi. Il a beaucoup travaillé sur lui-même, sur lui, ce qu'il voulait le plus, c'était essayer de... Il s'était rendu compte que s'il voulait pas retomber là-dedans, il fallait qu'il fasse tout pour pas exploser de nouveau, en fait. Donc il fallait qu'il évite de revenir dans cette situation-là. Donc il avait beaucoup de dettes quand il est sorti de sa cure. Quand il a recommencé à jouer, il était super endetté. Et il s'est dit, de toute façon, le seul moyen que j'arrive à rembourser mes dettes et que j'arrive à me remettre bien, c'est de jamais retomber dans les travers que j'avais et de jamais exploser comme je l'ai fait, quoi. Donc, il avait en gros pas le choix, mais ça l'a beaucoup aidé. Et finalement, ça s'est super bien déroulé pour lui après. Ça a commencé il a enchaîné les perfs hyper vite. Et depuis, tout s'est bien passé pour lui. Il a commencé à coacher, à faire du coaching. Et il n'y a pas longtemps, il a lancé son Twitch et il ne pensait pas avoir autant de viewers dès ses premiers Twitch. En fait, son premier Twitch, il y a eu 500 personnes. Son deuxième Twitch, il y avait 1500 personnes. Et son troisième Twitch, 5000 personnes. Donc, c'est assez... Wow. Ah ouais, c'est un score. Donc, il ne s'attendait pas à ça. Yeah, I was saying about all the number of your Twitch, how it increased super fast. Oh, yeah. Donc, du coup, ça, tout s'est très bien enchaîné pour lui après. Donc, voilà, quoi, c'est la belle histoire. And when you look back on your career, what do you think you accomplished that makes you the most proud of? Two things. It's a tie. Co-writing the 3 books, and then helping other people become winning players, helping other people make poker for a living. Il a dit c'était 2 choses. Il a coécrit 3 livres en fait de poker. Ouais, avec 2 autres joueurs, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'avais le premier livre. The Blue Book. Enfin, c'était pas le It Was Blue. Avec Colson. Non, avec qui c'était? C'était avec qui les deux? Winning poker tournaments one hand at a time. Yeah. With 2 other poker players, no? With Risen and Pearl Jammer, John Turner. Pearl Jammer. Voilà, yeah. Mm-hmm. Et aussi, la deuxième chose, c'était d'avoir aidé des gens à devenir gagnants au poker. Que finalement, ça, c'est une belle réussite d'aider à gagner. Aider des gens à devenir des joueurs gagnants, quoi. And as you were talking about it, you're more and more since you came back in the poker world, you got more involved with the poker community. You started coaching, you're doing your Twitch. You're also quite active on social media too, on Twitter, I saw. So what was my question? And with a lot of success for the Twitch. So what do you like in that? And what's your approach of the coaching work? Yes. So with Twitch, by the way, I just got off of 5 days in a row of Twitch. I've never done that. So it's exhausting to me. But I had a really cool run in the main event. And I had at one point, there was 5,000 people watching. It was cool. Anyway, Twitch, I kind of got convinced to do by Jordan, BBZ. And I didn't really want to do it, but now that it started, it's pretty fun, although it is stressful for sure. And then coaching, I think what makes me kind of unique as a coach is first, I have access to a lot of different knowledge that I don't think everyone has. Also, I think that I'm good at meeting people where they're at. I'm kind of
I feel somebody out, and then I try to meet them at their level so that they can take that step up. Because sometimes when I first started, I would talk over people's heads kind of and just be too advanced, and that doesn't help anybody. So those are the two things I think that make me good at coaching. Non, parce que je demandais, depuis qu'il était revenu sur la scène poker, il était beaucoup plus actif dans la communauté. Donc, il avait commencé à faire du coaching. Il a son Twitch maintenant. Il est assez actif sur Twitter aussi. Donc, qu'est-ce qu'il aimait là-dedans et quelle était son approche j'arrive pas à le dire. Quelle était son approche du travail de coach. Et donc, il a dit que le Twitch, il n'en avait pas pensé, mais à la base, il n'y avait pas pensé à le faire. Mais c'est Jordan qui s'occupe de l'écurie BBZ. Ouais, c'est BBZ. On en avait parlé sur la chaîne, ouais. Qui l'a convaincu de faire ça. Et donc là, par exemple, il a fait pendant 5 jours d'affilée. Il a dit, franchement, c'est épuisant en fait de faire du Twitch parce qu'il a fini à la table finale de l'EPT Online hier. Ouais, il fait 8e, je crois, non, c'est ça? Ou 7e, je ne sais plus. 8. 8e, ouais, c'est ça. Il prend 100K pour 8e, ouais. C'est ça. Et donc, ça avait vraiment explosé. Il avait plus de 5K viewers hier à un moment donné. Donc, il était vraiment étonné pour ses genre 3e, 4e Twitch en tout, quoi. Et par rapport au coaching, en fait, il avait une approche et il dit, je pense que ce qui me rend spécial en tant que coach, c'est que je sais bien rencontrer les gens au niveau où ils sont. Et dit, au début, quand je faisais du coaching, j'avais l'impression de peut-être un petit peu, je me suis rendu compte que je parlais peut-être un petit peu de haut, en fait. Je disais des concepts qui étaient trop avancés ou voilà, j'essayais de découvrir des choses qui n'étaient pas du tout à la même hauteur et ça ne peut pas marcher. Et il dit qu'il a vraiment compris maintenant et qu'il est vraiment bon à se mettre au niveau des gens et que c'est comme ça la meilleure façon pour les aider à passer ensuite au niveau au-dessus. Et donc, c'est ça sa particularité en tant que coach, c'est de vraiment comprendre où en sont les gens dans leur évolution dans le poker. Est-ce qu'il a des objectifs avec sa chaîne Twitch ou vraiment, en gros, il Twitch un peu pour le fun et il voit ce qui se passe? Do you have specific goals for your Twitch channel or is it more like for the fun and let's see what's going to happen? I actually have specific goals. I'm promoting a bundle that I made. It's a kind of classroom style video. It's 11 hours of video for like $100, and it's most of what I know post flop, just kind of summarized. But there's some very advanced stuff in there as well. You can get that on, I think you can get that on bbzpoker.com. I do it with BBZ Poker. I just wasn't 100% sure. Yeah. And then also, just the different, the sponsorship opportunities and all that. And just, I don't know, but what I didn't really expect was that I really enjoy having everyone rooting for me and being part of this community and all that too. That part is making it fun for sure. Non, il a dit que oui, au départ, il avait il a un but spécifique avec le Twitch. C'est qu'il a mis au point une espèce de formation en fait, de 11 heures de review de poker. Et donc, c'est un niveau assez avancé quand même. C'est assez technique. Et donc, ça coûte... $100. 100 $100, ça paraît très très peu. C'est pas cher. It's very cheap. It's very cheap for... Yeah, the reason it's cheap is because it was I made a bunch of these videos over the last like year and a half or so. So some of them were made in 2018, but they're still 100% relevant. Also, I just wanted to give good value. I don't like people complaining, and so no one's complained. I think that there's that it could really help a lot of people's game. We also have daily seminars where either BBZ, Yargo, or our other coach, James Lucky Fish, we all do our own seminars every single day, except for Saturday, I believe. So, yeah, we got a lot of stuff going. Oui, c'était aussi, oui, parce que c'est pas mal d'heures de vidéos qu'il a rassemblées au cours des 1 an et demi. Donc, et c'est toujours des mains qui sont très d'actualité. Et aussi, ils ont des séminaires tous les jours sur BBZ avec les autres coachs, sauf le samedi. Et donc, voilà, c'était vraiment pour faire cette promotion-là. Il le vend aussi peu cher parce qu'il ne voulait pas recevoir... il voulait vraiment que ce soit qu'il y ait un bon qualité-prix
et que les gens en aient pour leur argent et pas recevoir de plaintes. Voilà, donc pour l'instant, tout le monde est très content de ce package-là. Et il dit, mais par contre, auquel il ne s'était pas attendu que ça lui plaise autant, faire le Twitch, et d'avoir les gens comme ça le suivre et l'encourager pendant ses sessions. Et ça, c'est un truc, qu'il apprécie vraiment beaucoup, auquel il n'avait pas spécialement pensé, quoi. And yeah, the players now are way more educated than before, and it's way tougher to stay ahead of the game. So how do you choose your game now versus like 10 years ago? 10 years ago, whatever was biggest, I played. And now whatever's biggest, I play. But there are some tournaments that I just see no value and I'll just be like, nah. But if I see a couple names, a couple recreationals, I'll play. I definitely do game select, but I more just look at lobbies to see who's playing. Mm-hmm. Non, il dit en gros pas trop de changements. Il a dit il y a 10 ans quand je voyais les plus gros buy-in, bah, j'allais les jouer et aujourd'hui bah, c'est toujours pareil. Donc en gros c'est ça, mais il dit mais bien sûr qu'il a une espèce de sélection aussi de son jeu, mais il aime bien regarder en gros bah, les joueurs inscrits et puis mais bon il va y aller la plupart du temps quoi. Il y a des récréatifs dedans quoi. Ouais, voilà. Est-ce que par rapport à la table sélection 2020 ça a changé quelque chose dans le sens où 2020 on a l'impression que des MTT, enfin online ça a explosé, forcément il n'y a plus de live, donc tous les événements ont été online, on l'a vu avec les WSOP, là il y a eu le PT, etc. Donc forcément en termes de bankroll ça explose. Est-ce que ça pour lui c'est bien parce qu'il peut se permettre de tout jouer ou quand même il doit quand même plus sélectionner du coup cette année? Mm-hmm. Yeah, in 2020, did you have to do a change in your like table selection because with like the end of all the live events, like the game and all the events exploded online, and so for the bankroll it's even more like crazier today because there is like big events everywhere on every poker room. So did it change something for you? How did it impact you? Every once in a while, well, the thing is, when you're playing like 10Ks plus, you're playing against this combination of like the best players in the world and then one or two recreationals most of the time. So they're still really tough games. But every once in a while, I would open a 10K on Party Poker and I just check the lobby and it's just like, oh my gosh, like this guy's made millions. This guy's made, every single person's up millions. And I there's no one, and I'm like, you know, some of them I don't think are that great, but not enough to play the tournament, not enough to play a $10,000 tournament. So I definitely do skip some that just don't seem to have any value in them. But I wouldn't even really call that bum hunting because you have to battle against, and I don't like that term either, but you have to battle against really, really good players, right? So. Yeah, mainly I just check lobbies, and if they're too tough, I usually avoid them, or I just hop in last minute and let's go gamble. Non, il dit que bah, de toute façon, quand tu joues des 10K buy-in et plus, forcément le niveau, enfin c'est que des joueurs hyper expérimentés, sauf un ou deux récréatifs. Donc de toute façon, le niveau sur ce type de tournoi va être toujours extrêmement élevé. Après, voilà, il regarde dans le lobby et quand il regarde, il voit que des noms en se disant ça, c'est que des joueurs qui ont gagné des millions. Donc, ça va lui arriver de skipper un tournoi quand vraiment il se dit qu'il n'y a vraiment aucun intérêt de jouer ça. Mais que bon, d'une manière générale, ça lui arrive aussi de... Enfin, soit il va register à la dernière minute en disant allez, gamble, ou alors il va skipper un tournoi, mais que de toute façon, tu ne pourras jamais trouver des tournois faciles à ces bails-là et que n'est pas par on va chercher par exemple les joueurs récréatifs parce que c'est pas du tout ça, parce que tu n'en trouveras jamais beaucoup pour que ce soit vraiment intéressant à jouer. Donc voilà, c'est plutôt essayer de trouver le moins difficile, quoi. En gros. I want to actually edit what I said a little bit. If you late register some tournaments very last minute, you get an EV boost from the field being missing. It's usually if like
60% or more of the field, if they're missing, you don't need as much of an edge to register. It feels weird registering like a 10K with 10 big blinds, but there's actually some math that suggests that it's good. Do that, not just, my reasoning is not just gamble, but it does feel like gambling sometimes, for sure. Non, il voulait ajouter par rapport au fait qu'ils disent que de temps en temps, il va late register à la dernière minute et gamble, que c'est pas non plus totalement du gamble, parce que il y a un vrai aussi intérêt à aller register, même si ça peut sembler bizarre de register sur un handicap pour entrer avec Deep Blind, mais que généralement, c'est quand même EV+, sachant qu'il y a environ 60% du field très difficile qui est déjà parti. Donc, finalement, il y a des vrais calculs qui sont faits sur le fait que tu peux avoir un vrai avantage à prendre ce genre de tactique, même si ça reste beaucoup de gamble aussi, quoi. Mais pas que ça. Ouais, c'est Benjamin Paula qui nous avait dit un peu la même chose sur certains fields, que ça valait le coup même de revenir avec 10, 15, 20 bébés et de register très late ce genre de tournoi. Oh, yeah. Benjamin Pollack said the same thing, that it could be really interesting to late register with like 10-15 baby on like high rollers tournament, and that it could worth it. Oh, in some structures, like on some sites, it's really, really good. On other sites that don't let you register super deep in, that's not as good. But if you can register really, really close to the money, it's really good for, like, as far as adding like 20-30% equity sometimes even. Ouais, que ça dépend sur ce que les sites permettent de faire, mais que sur des sites par exemple qui te permettent de register super longtemps assez proche de l'argent, ça peut rajouter beaucoup d'équité en fait, donc voilà, 30-40%, donc ça peut être très intéressant selon la politique du site. And yeah, Science also wanted to talk about that. The Fedor Cruz case, like, so RTA, real-time assistant, has been a big topic recently. It's going crazy everywhere. So GG Poker banned a lot of players, and it resulted in a big controversy too. They had some backlash because some people were saying that it was just kind of an excuse to also ban just good players, and that it was also leading to very unfair decisions. So what's your opinion about all of that, because you've been impacted too? Well, I was banned from GG, even though I've never used real-time assistance, and I'm good about that. Without any due process, without them ever asking me or telling me what they think that they have. They did give me my money back, and I do believe that it's a site's right to choose who plays on their site, but it did seem like mostly just big winning players were getting booted off, and I don't know any losing players that were getting booted. Recently, I was under investigation by PokerStars too, probably because of GG or whatever, and it's actually ongoing, but I'm 100% certain that I'll be cleared because there's nothing. I don't use anything. So I'm excited for that. Actually, the reason why that they're actually under investigation is that I'm associated with this site called GTO Trainer, and I had a program on my computer that's actually meant to prevent me from using the site. Anyway, I'm associated with this thing called GTO Trainer, which is a bunch of different solves that you can look up for almost every situation post flop. And we actually have worked really hard to make sure that people can't cheat. And that's what you have to, in order to use the site, you have to download a program that doesn't allow you to have other sites open. And there's a big delay on it to make sure people don't cheat. Because I can't stand cheaters. I don't want people to cheat. I respect people who study, right? And it's a really good study tool. Sorry, that was a lot at once, but did you get most of that? Cool. All right. Non, parce que ma question c'était donc depuis toute l'affaire de Fedor Cruz et genre tout ce qui est real-time assistant, etc.
c'est devenu le sujet du moment. Et donc, toutes les rooms de poker sont en train de faire vraiment la guerre à plein de joueurs. Enfin, c'est le gros topic du moment, en fait. Et donc, Gigi Poker avait ban de leur site beaucoup de joueurs, vraiment une centaine de joueurs. Et donc, ils avaient reçu ensuite pas mal de controverses par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit aussi, non, mais en fait, vous avez aussi, c'était une espèce d'excuse pour juste aussi bannir des bons joueurs de votre site, tout simplement, et pour garder les joueurs récréatifs. Donc, il y a eu pas mal de controverses par rapport à ça. Et lui aussi, il a été impacté, parce que lui aussi a été ban de Gigi Poker. Donc, je lui demandais c'était quoi son opinion par rapport à tout ce débat autour des RTA. Et donc, il a dit que effectivement, lui, il a jamais triché, il supportait pas les tricheurs et c'était même pas la question. Et que voilà, pour lui, ça avait été, c'était vraiment l'excuse pour juste ban des bons joueurs. Gigi Poker lui a remboursé son argent. Il a dit après, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent pour accepter les joueurs qui veulent ou pas sur leur site. Mais c'est juste que voilà, c'était pas forcément la décision la plus juste parce qu'il n'a jamais triché, il n'a jamais utilisé ce genre de technique. Et il dit il est aussi sous investigation de PokerStars en ce moment, qui lui a envoyé un mail en disant qu'ils sont en train de genre faire une enquête sur lui et tout. Donc c'est par rapport aussi à ce qui s'est passé à GG Poker. Il dit par contre, je suis 100% sûre que de toute façon, je vais pas du tout être ban et que je serai complètement clean, quoi. Il est clean, quoi. De tout ce genre de choses parce que j'ai rien à voir. De tout soupçon. Voilà, c'est ça. Et il dit c'est aussi au fait que je me suis associée à un site qui s'appelle GTO Trainer. J'avais parlé. Et donc GTO Trainer qui est en fait un site, donc pareil, un solver qui t'aide à travailler ton jeu, mais qu'il y a un système pour que tu ne puisses pas jouer sur PokerStars ou sur d'autres sites en même temps. Donc, c'est hyper réglementé, c'est hyper sûr. Et il y a aussi un délai, de toute façon, qui fait que tu ne peux pas du tout jouer en même temps une main pendant que tu fais ça parce que c'est juste impossible. Le délai est trop long par rapport au temps normal pour jouer la main. Et donc, il dit qu'il comprend toute cette controverse-là, etc. Mais que, bon, c'est juste, ça peut aller un peu trop loin. Et que c'est un peu une chasse aux sorcières, mais un peu trop poussé, quoi. Et qu'il est pour travailler son jeu. Et il est pour ce genre de programme tant que c'est bien fait et tant que ça respecte les règles. Mais après, aller contre tout et n'importe quoi, voilà, c'est un petit peu, ça pousse un petit peu trop loin la chose, quoi. Yeah, I don't know if you want to add something. Oh, do I want to add anything? No, not really. I mean, for me, like, after all this has happened, I definitely have had to be vigilant about like what I have open and stuff because I teach and I have all these like documents up and so they all have to be closed when I'm playing, even if I never look at them because you know the sites they have really good detection and I'm happy that they do. But yeah, it's definitely been. I'm glad that sites have security, but it sucks to be accused, like especially when I haven't done anything, you know. Non, il dit qu'il comprend tout à fait que tes sites aient plein de normes de sécurité comme ça et de protocoles, et ce qui est normal et ce qui est bien, mais que c'est jamais agréable de se faire accuser de triche, surtout quand on sait qu'on n'a rien fait. Et il dit aussi, je coach, et donc j'ai souvent, il faut que je fasse encore plus attention à avoir n'importe quel type de document ouvert sur mon ordinateur en même temps, parce que même si je ne vais pas tricher, voilà, c'est possible d'avoir un document ouvert ou un truc comme ça. Et donc, il faut être encore plus vigilant. Disons, quand tu es un joueur comme ça, il faut vraiment doubler de vigilance pour ne pas être accusé voilà, de triche, quoi. And yeah, another question, nothing to do with that. It seems that you were in Paris not a long time ago. You talked about it in a Twitch, and you talked about a poker club. Or like, have you played in Paris? Like, did you? Yeah, in my first. I'm gonna say it wrong. I'm gonna say it the way an American says it, but Aviation Club. Okay. Yeah. So now it's the Barrière 104. Barrière. Oh, okay. No. It changed the name, but it's the same place. Yes. Say that again. On the Champs-Élysées. On the Champs-Élysées. Yes. Beautiful street, beautiful city. I really enjoyed playing in that club too, actually. And my first big win happened in Cannes.
my first big win happened there. It was a really, really fun tournament. Which tournament was it? Just like a 500 euro EPT or thing. I forgot exactly what it was. It was small. PPT, no? Actually, I don't know if it was EPT, but the main event was big. It was just like a small tournament before that. It was all recreationals. It was really fun. I felt like a jerk because they wanted to give. I had a huge stack right before the money, and they wanted to give the Bubble Boy. It's the Partouche Poker Tour, the PPT. Oh, yeah, Partouche. Yeah. My bad. Yeah. And they wanted to say no. I was the only person that said no, and they all thought I was such a jerk. But it's like, and the guy is dead. I can't be a professional unless I say no here. Yeah. So I felt kind of bad. And then I started drinking champagne and the rest of it. But it was fun though. It was fun. Apart from having to be a jerk. Non, parce qu'il avait parlé dans un de ses Twitch de Paris il n'y a pas longtemps, qu'il était à Paris, un truc comme ça, et donc il avait joué, il était allé jouer aux Barrières, donc, Club 104, c'est ça? C'est ça, le 104, ouais. 104. Et donc il a vraiment beaucoup aimé jouer dans ce club-là et qu'il adore Paris, que c'est une super belle ville. Et que son premier tournoi qu'il a gagné, c'était un PPT, c'était un 500 € à Cannes, le Partouche. Et donc voilà, c'était un super souvenir. Et que même si c'était senti un petit peu genre mal, parce qu'à la bulle, c'est lui qui avait le plus gros stack, et ils ont demandé est-ce que vous voulez payer ils font toujours ça à Cannes, tout le temps. Il a été le seul à dire non, et donc il s'était senti un petit peu mal par rapport à ça, mais après il est allé boire du champagne et tout, et donc tout ça allait mieux. Voilà. And yeah, what's your best poker memory ever? I mean, I gotta say... Except tonight, obviously. Your second best memory. You know what? This is gonna be so stupid. Probably the best I ever felt from winning money was actually when I won like $2,000 the first time from like $20, because I'd never had that kind of money in my life. I never had more than $1,000 to my name. And I remember I was so excited. I was like, man, I am rich. I couldn't get to sleep that night. I was super excited. That's probably, I wanted to say too, that maybe like winning $1 million was it. But to be honest, that just seemed like so much money to me when it happened that I was like, I don't know. I kind of felt mixed feelings. I felt good. Don't get me wrong. But because I've had problems with addiction and everything, I was like, ooh, that's a lot of money for you to burn to the ground if you want, you know? And so I just didn't touch it for a while. I remember Sauce 123 was like, oh, you won 2000. Non, parce que je lui ai demandé donc son meilleur souvenir poker, et il dit bizarrement, c'était la première fois qu'il a gagné $2,000 à partir d'un tournoi à $20. Et pour lui, c'était le plus gros montant qu'il avait jamais eu sur son compte en banque. Avant, il n'avait jamais dépassé les $1,000. Donc pour lui, c'était genre, oh, ça y est, je suis devenu riche et tout. C'est la folie. Donc voilà, finalement, c'est le souvenir qui lui a donné le plus de joie, en fait. Et que le deuxième, ça peut être aussi, bien évidemment, quand il a gagné $1 million d'un coup. Donc il dit, donc voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est toujours agréable de gagner autant d'argent. Mais il dit peut-être que le fait que j'ai souffert d'addiction, de problèmes comme ça, ça a fait aussi peut-être un peu peur d'un coup, parce qu'une de mes pensées, ça a été de me dire, oh là là, tu peux faire pas mal de trucs pour brûler tout cet argent, quoi. Donc du coup, voilà, il a pas touché à l'argent. Donc il a mieux à gérer ça. Mais but yeah, a lot of players actually said like their best memory is like the first time they won some money online, so it's not weird at all. And yeah, very last question: what are your poker goals now, and do you want to prove something, or do you still have something to prove to the poker world? That's good. That's good. I feel like I have proven that I can compete at the top stakes.
but I'm always just trying to get better. And I want to be the best. I've always wanted to be the best. And that motivates me. As far as like poker related, like business and all that, you know, I'm just trying to help BBZ, you know, market his, you know, take over. And I'm just trying to help him with his goal too. And we're going to see what happens from there, you know? So, yeah. Bah non, il dit que bah, c'est plus voilà, rester à un bon niveau. Il n'a pas spécialement quelque chose à prouver, mais je ne sais pas si j'arrive à traduire là. À rester vraiment bah, voilà, à son niveau, à aider BBZ à décoller, à avoir plus. Ouais. Et donc voilà, plus aider un petit peu à la promotion de BBZ, coacher des gens, etc. Donc c'est plus à ce niveau-là, mais que sinon, il n'y a pas de truc spécifique à prouver quoi en fait. Donc, Sorry, yeah. My bad. Sorry for the confusion. Canadians say Z, Americans say Z. Yeah, so, yeah. No problem, we totally understand. We say Z. Z. BBZ. Et du coup, je crois pas qu'on a le temps pour faire une main, c'est ça? Là, ça va être long après, là, ça va être long. Mais déjà, je pense que l'interview, elle est vraiment top. Et en tout cas, dans le chat, il y a eu plein de retours, mais c'est vrai qu'il est super, il est très attachant comme mec et c'est une vraie personnalité, quoi. Enfin, moi, ça m'étonne pas que son Twitch marche bien parce que tu t'attaches vite et tu sens qu'il vit vraiment les choses et c'est agréable, quoi. Pour un mec qui ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le milieu. Donc, moi, si j'ai une dernière question. I have a question for you. Is Barbara still your secretary? Barbara. Yeah. I love Barb. She's my assistant / motivator. And she's a big poker fan. She actually final tabled the ladies event of the World Series. She's an awesome lady who really helps me get everything together, because even though I'm like pretty good at like logic and math and poker and stuff, I'm terrible at organization. So she helps me keep everything in check and really makes my life a lot easier. So shout out to Barb. Non, Barbara, du coup, je sais pas. En fait, c'est tout à l'heure donc son ancien coaché qui était avec nous, qui nous disait que en fait il avait une assistante qui s'appelait Barbara et que même là, quand il lui parlait sur Skype, c'est Barbara. Barbara is answering to your Skype account. Yeah. She is. It's the first time I see this. You're truly a legend. In the first part of the show, so that's why I was thinking. And yeah, he was saying that it's really interesting to talk to you, and that people in the chat were also like really interested by your saying that you had a big personality, and people get really attached to you, and they understand why a lot of people went to see your Twitch, because you're kind of like you're not like talking like a robot or like so it's really interesting like to talk with you, and so yeah, that's what he was saying. Thanks, I appreciate it. Thank you. Thank you for that compliment, and I've enjoyed being here and talking to you guys. Yeah, thank you very much. Thank you very much. We don't have time to talk about the technical hand, and it took too long, so that was more interesting. But you can vous pouvez regarder son Twitch. When's going to be your next Twitch? You know? Yeah, this Sunday I'll be on Twitch, and then on Monday I'll be playing day 2 of the the CPP online on Party Poker, and 30% of my Twitch followers bought 30% of me, so they also have a sweat of this. And we've got 10 times starting stacks. So it'll be a pretty big one too on Monday. Yeah, that's cool. Yeah. Donc, son prochain Twitch, ça va être dimanche. Et Monday, il joue le D2 sur Party Poker du CCP. C'est ça? Ah ouais. Et les gens de son Twitch ont 30% de son action. Donc, du coup, c'est assez intéressant parce que voilà, ils soutiennent vraiment aussi parce qu'ils gagnent aussi de l'argent au passage. Ils vont transpirer avec lui.
Et ça amène pas mal d'actions dans le Twitch. Donc, du coup, voilà, les prochains, c'est dimanche et lundi. Donc, il faut aller regarder sur Apestyle Twitch. Donc, voilà. So, yeah, thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you guys. And, next time, we're going to do it totally in French. So. Just a last question in one word. Which guy do you support, Negreanu or Doug Polk? Last question. You can say no one. You can say no one. I know Polk, man. I know Doug. Okay. I know Doug better than I know Daniel, so and he comes from the online guys, so I gotta represent for the online guys. Okay, I'm for Doug too. We are Team Doug here. Nice. But yeah, thank you very much for your time and good luck for your next tournament. And see you Sunday on Twitch. Bye. Yeah. Bye. Bye.